C'est l'heure de votre émission, le débrief sur Medi 1. Merci de nous rester fidèles. Soyez les bienvenus pour décortiquer ensemble l'actualité liée au continent. L'insécurité et les conflits sur le continent africain occupent une place centrale dans le cercle politique, les travaux de recherche et le travail de forces de sécurité. Aujourd'hui, les statistiques tendent vers une baisse du nombre de conflits grâce à différents mécanismes de maintien de la paix et de la sécurité mondiale. Plusieurs bureaux des Nations Unies se sont impliqués dans cette promotion et de ce maintien de la paix et de la sécurité, et notamment un rôle très joué par les femmes. En parlant des femmes, comment les femmes contribuent-elles à prévenir les conflits en Afrique? Quelle place les femmes occupent dans les résolutions des conflits sur le continent africain? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission. Ils étaient adversaires lors de la dernière présidentielle en Gambie. Mais aujourd'hui, un rapprochement est effectif entre l'actuel président Adama Barrow et l'ex-président de la Gambie, Yahya Jammeh. En effet, les deux hommes échangent par téléphone et une rencontre physique n'est pas à exclure. Pourquoi ce rapprochement à l'approche de la présidentielle en Gambie? Que recherche le président Barrow en accordant du temps au président Yahya Jammeh malgré son agenda très chargé? Des éléments de réponse en fin d'émission avec mes invités du jour. Diango Diaye, vous êtes présidente régionale du réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci monsieur. Nous remercions, oui allez-y Madame Diaye. Je suis Madame Diago Diaye, présidente régionale du réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO. Vous me permettrez de présenter brièvement mon organisation. Allez-y en quelques mots. A été créée en 2009 sous l'égide de la CEDEAO et du Centre de la CEDEAO pour le développement du genre avec l'appui des agences des Nations Unies tels que UNIFEM à l'époque qui est appelé UNIFAM, le Haut Commissariat aux droits de l'homme et puis d'autres organisations. Et le centre Kofi Annan qui est au Ghana. Exactement, on aura le temps d'en parler, Madame Diaye, tout au long de cette émission. Nous remercions également la présence de Dr Mamadou Boudian. Vous êtes chercheur, coordonnateur de projet du Centre Ouest Africain de Recherche. Merci à nouveau d'avoir répondu à l'invitation de Média. Merci beaucoup pour l'invitation encore. C'est toujours un plaisir de participer à votre plateau. Nous allons, mesdames et messieurs, tout de suite entamer notre première problématique, évidemment, le rôle, la place de la femme dans la résolution des conflits sur le continent. Alors, le 31 octobre 2000 a été adopté par le Conseil de sécurité des Nations Unies la résolution 1325 des Nations Unies, près de 22 ans plus tard. Madame Diaye, où en sont les États membres et quelles sont les avancées significatives notées dans cette résolution? Merci. En effet, c'est à partir de 2000, avec la prise de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, que la communauté internationale, et même les partenaires, les organes et les femmes, ont remarqué que nous, femmes, on a beaucoup contribué dans la prévention des conflits, la sensibilisation, mais que cet aspect-là n'était pas pris en compte, n'était pas comptabilisé. C'est ce qui a justifié la prise en compte, la prise de la résolution 1325. Donc, comme vous le dites, 20 ans après, c'est le 31 octobre que nous l'avons célébré en 2021 au Ghana, à Accra, par le centre Kofi Annan. Mais il y a beaucoup de manquements. Et les manquements qui persistent sont les femmes ne sont pas encore suffisamment impliquées. Les grandes décisions se prennent, mais elles ne sont pas associées. Exactement. Si on prend l'échelon le plus bas au niveau de nos États, nous avons ici au Sénégal la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, qui intervient beaucoup, qui fait beaucoup d'efforts, mais qui ne sont même pas associés aux négociations. On les convoque quand il y a des problèmes, mais arrivé à la porte des négociations, on leur dit arrêtez-vous là, c'est là où vous pouvez, mais nous ne sommes pas conviés autour de la table. C'est ce que nous dénonçons. Mais également dans les grandes médiations qui se font au niveau des continents, il y a des médiatrices qui ont été formées par l'Union africaine, à travers FemWave, par la CEDEAO, à travers notre réseau et par d'autres organisations. Vous savez, il y a eu une dizaine d'années, 32 médiatrices ont été formées au niveau de l'Afrique de l'Ouest, des femmes de haut niveau, des anciens ministres, ambassadeurs, mais qui n'ont jamais été utilisées dans ces équipes de médiation, que ce soit pendant les élections, que ce soit lors des conflits. Exactement. Voilà. Donc, ces manquements, il faut leur dire. Le plan d'action, la résolution 1325 est traduite en plan d'action. Au niveau de notre espace, tous les 15 pays de la CEDEAO ont mis en place leur plan d'action. Le dernier pays,
c'est le Cap-Vert qui l'a mis au mois d'octobre dernier, ça fait pas longtemps. Mais madame, pourquoi ces plans d'action tardent justement à être effectifs? Parce que c'est le financement qui pose problème. Les Nations Unies, le Conseil de sécurité qui a élaboré cette résolution 1325 et que les pays ont été d'accord, signataires et tout, mais ne finance même pas 1%, 0,0% de ces plans d'action, ne finance pas les questions de paix et de sécurité. À plus forte que nos États, ce n'est pas une priorité pour nos États. Par exemple, le premier plan du Sénégal, ici au Sénégal, plan d'action qui avait été confié par une grande organisation, AMLD et le RESPECO, mais ces plans n'ont jamais été financés. On court derrière les partenaires pour réaliser nos actions de prévention, de sensibilisation. Oui. Donc, ce qui bloque, c'est le financement de nos actions. Et en parlant de financement, Dr Bodian, Madame Diaye vient effectivement de souligner un petit peu cet art dans la résolution des plans d'action en ce qui concerne évidemment cette résolution 1325. Alors l'adoption également par les 192 États membres de l'ONU de la résolution 1325, Madame Diaye l'a souligné, a fondamentalement changé l'image des femmes dans les situations de conflit, une image passée de celle de victime à celle de participante œuvrant activement au maintien et la consolidation de la paix. Le seul point qui bloque aujourd'hui l'effectivité de ce plan, cette résolution 1325, hormis le plan financement, quels sont d'autres plans, j'ai envie de dire, aujourd'hui qui freinent un petit peu l'évolution de cette loi, cette résolution? Oui, je crois que Mme Diaye a tout à fait raison. Aujourd'hui, les femmes, comme vous le savez très bien, sont des victimes mais aussi des actrices dans le processus, victimes de conflits, des crises, mais des actrices dans le processus de résolution de ces crises et de ces conflits-là, surtout dans notre continent et surtout le Sahel, qui est aujourd'hui caractérisé par des crises récurrentes et même cycliques. Et malheureusement, nous avons remarqué, effectivement, et beaucoup d'études l'ont montré, que lors de ces crises et même des conflits, les principales victimes, ce sont les femmes. Ouais. Parce que ce sont les femmes et les jeunes filles. Et les jeunes filles. Ouais. Et les enfants. C'est-à-dire ce qu'on appelle communément les groupes vulnérables. Exact. Parce que tout simplement, ce sont des personnes qui sont beaucoup plus exposées aux violences physiques. Mais on a connu aussi des violences basées sur le genre, des violences sexuelles. Il y a aussi des cas de trauma que beaucoup de femmes ont vécu dans les conflits. J'ai géré le projet Centre Mali de l'Union européenne à Stockholm, au Stockholm International Peace Research Institute. Et les études ont montré qu'effectivement, il y a énormément de victimes à travers justement les études que nous avons conduites, beaucoup de victimes, de femmes qui malheureusement, pour des raisons sociologiques, n'arrivent pas à trouver en tout cas un réceptacle leur permettant de faire valoir leur opinion, les problèmes qu'elles vivent. Mais comment changer ça, Dr Bodian? C'est vrai qu'au-delà de l'absence de financement, comment faire en sorte que évidemment ce projet soit effectif? Alors, pour moi, en fait, il y a un cadre juridique, effectivement, comme vous l'avez dit, la résolution 1325, qui est, à mon avis, un progrès dans l'encadrement, justement, du déploiement des femmes dans la résolution, dans la participation à l'effort de résolution et de maintien de la paix. Mais mettre en place un instrument juridique ne garantit pas forcément la mise en œuvre de cet instrument-là. Il faudrait des mesures d'accompagnement. Et l'accompagnement financier est un élément important. Et je l'ai dit tout à l'heure, les femmes ne sont pas que des victimes, mais elles sont aussi des agents de maintien de la paix et de production de la paix à travers des initiatives qu'elles mènent, de plaidoyer. Et je crois que le réseau, votre réseau a joué un grand rôle aujourd'hui, pas seulement dans la résolution de la paix, mais aussi dans les stratégies de veille, notamment en matière électorale, à travers les plateformes que vous avez mises en place. Et à mon avis, ça, c'est des éléments importants qu'il faudrait accompagner. Il ne s'agit pas de mettre en place des stratégies, mais il s'agit de trouver les moyens de la mise en œuvre de ces stratégies-là, parce que c'est la seule façon de permettre aux femmes d'être effectives dans la production d'espace favorable à l'éclosion de la paix. Production d'espace favorable à l'éclosion de la paix, Madame Diaye. Alors c'est vrai, je l'ai souligné dans mon introduction, ça fait plus de 20 ans aujourd'hui que cette résolution 1325 est en place. Quels sont les grands défis aujourd'hui qui attendent évidemment cette résolution 1325? Vous avez souligné le plan de financement, c'est un plan capital, un facteur non négligeable évidemment. Mais quels sont les grands défis qui attendent cette résolution 1325? Mais par exemple, le renforcement de capacité des femmes. Vous avez évoqué les jeunes. Il faut assurer une relève intergénérationnelle. Nous, on a tout donné, nous avons travaillé. Nous sommes en train d'accompagner les jeunes en renforçant leurs capacités, en les formant.
Vous savez, vous me permettrez de rappeler Allez-y, brièvement que cette résolution a 3 piliers. Cette résolution, c'est un instrument favorable aux femmes. Si tous les États s'étaient donné les moyens de l'appliquer, de travailler pour la mise en œuvre, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Il y a le pilier 1 qui concerne la prévention. Mais prévenir vaut mieux que guérir. Il faut ne pas aller en guerre parce qu'une guerre coûte cher. Donc, mettre l'accent sur la prévention. Le deuxième aspect, c'est la protection. Protéger qui? Protéger, vous l'avez vu, les femmes, les jeunes filles, les enfants. Parce qu'elles ont été victimes au départ. Mais M. Bodian, docteur, l'a dit, elles sont aussi actrices. Les femmes sont vectrices de paix, actrices de développement, il faut le dire. Mais aussi, elles sont actrices parce que, à 2 niveaux. Elles peuvent être actrices pour porter la paix, les femmes faiseuses de paix, mais elles sont aussi impliquées dans les conflits, surtout les actions terroristes dans le Sahel. Ça, il faut le souligner. Donc, ça nécessite du travail à ce niveau. Mais également, il y a le pilier 3 qui concerne la participation. Participation au sens large. Participation au processus de résolution de conflits. Participation politique, parce qu'on ne peut pas avoir un État où plus de 50% de sa population est laissée en rade. Il faut les impliquer dans les espaces de décision, dans les discussions. C'est comme ça seulement que nos États seront forts. Allez-y, Madame Diaye. Mettre en place de nouvelles stratégies, parce qu'on a constaté, vous, les chercheurs, que seule la réponse militaire ne suffit plus. Oui. Il faut impliquer les populations, impliquer les communautés, mais à travers de nouvelles approches, dans des espaces communautaires. Et c'est au niveau de ces espaces communautaires que Partners for West Africa, la résolution 1320, le réseau paix et sécurité, la plateforme des femmes du G5 Sahel, le REFMAP, c'est le réseau des femmes pour la paix aussi, qui est la présidente et le siège est en Guinée, et le réseau des jeunes filles ouest-africains, des jeunes filles leaders, ont travaillé autour de ça avec Partners pour développer de nouvelles paradigmes pour trouver des solutions de lutte à travers ces espaces communautaires. Parce que la paix, c'est une question d'abord, je pense, personnelle, individuelle. Oui. Il faut s'impliquer au niveau le plus bas, au niveau de sa communauté. Et en mettant en place des espaces de discussion, d'échange avec les femmes et les jeunes, je pense que ça, c'est un élément nouveau que nous pouvons apporter dans le... Justement, en parlant de ça, docteur Bodian, alors au-delà évidemment de cette résolution 1325, les Nations Unies ont pris une série d'engagements relatifs aux droits des femmes. On peut citer les résolutions 1820, 1888, 1860 ou encore 2493 également. Il s'y ajoute le programme d'action de Beijing ou la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ainsi que la recommandation générale numéro 30 sur les femmes dans la prévention du conflit, les conflits et les situations d'après-conflit. Avec toutes ces décisions, Dr Bodian, et des recommandations également, où en sont aujourd'hui les États africains en matière de respect des droits de la femme? Est-ce qu'il y a d'autres pays qui traînent encore les pieds, j'ai envie de dire? Oui, en fait, je crois que beaucoup de pays africains, ou la plupart des pays africains, traînent le pied. C'est juste une question de degré. Certains font mieux que les autres à travers une application de ces instruments internationaux au niveau local. Je crois que sur le plan justement de la participation des femmes sur le plan politique, la participation politique, il y a un certain nombre d'efforts qui ont été faits. Et que les instruments internationaux ont donné aux femmes, en tout cas, une base pour faire un certain nombre de plaidoyers, surtout en faveur de la paix, parce que sans la paix, on ne peut pas défendre les droits des femmes. Exactement, oui. Sans la paix, on ne peut pas parler de participation. Et sans la paix, on ne peut pas avoir, disons, un peu de société équilibrée où l'idée d'une démocratie participative impliquant les femmes devient une réalité. Je crois que ce travail de plaidoyer qui est porté pas seulement par les organisations de femmes au niveau sous-régional, mais au niveau local, comme vous l'avez dit, et qui font énormément de travail qui malheureusement reste très souvent dans l'ordre des faits divers au niveau local. Je crois qu'on a besoin aujourd'hui de créer un cadre qui permette à ces femmes-là d'être beaucoup plus audibles. Vous avez parlé de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, qui fait un travail extraordinaire et qui a été à un certain moment le trait d'union entre l'État du Sénégal et les belligérants, et qui dénonce parfois les violations qui sont faites contre les populations, parce qu'en fait c'est une plateforme qui se range du côté des populations, parce que c'est une plateforme de la société civile.
Mais malheureusement, il y a des contraintes. Non seulement les États, parfois, ne sont pas très prompts à promouvoir justement les femmes dans ces instances-là, notamment la participation dans la résolution des conflits. Mais il y a un élément important aussi que beaucoup de gens, malheureusement, sur lequel les gens n'insistent pas beaucoup. C'est la masculinisation de l'espace du conflit et de sa résolution. Les gens, dans la représentation populaire, les gens pensent que les conflits sont très souvent générés par les hommes et les résolutions doivent revenir exclusivement aux hommes. Et on ignore cette frange importante de la population qui est à la fois victime et actrice, et vous l'avez souligné tout à l'heure. Si vous regardez ce qui se passe par exemple dans le Liptako-Gourma ou le bassin du lac Tchad, où les femmes jouent un rôle déterminant dans le renseignement, mais aussi comme des kamikazes. Vous prenez le Tchad ou le bassin du lac Tchad. Mais c'est parce que ces femmes sont très souvent dans une situation de vulnérabilité, c'est-à-dire vulnérabilité économique, vulnérabilité au sens où la société les livre à ces structures féodales qui les emprisonnent dans une sorte de soumission, qui les empêche en tout cas d'avoir une voix, d'avoir des initiatives leur permettant de bousculer les tendances, les normes sociales qui les retiennent dans une sorte d'inertie. Et je crois que c'est important aujourd'hui, dans le renforcement des capacités que vous avez évoqué tout à l'heure, de tenir aussi les États comptables de cet effort qu'ils devaient faire et qu'ils n'ont pas fait. Et à mon avis, c'est très important. Madame Ndiaye, en parlant d'efforts, Dr Bodian a souligné un point très essentiel en parlant évidemment de rôle très important de la femme dans la résolution de la crise. Il parlait de vectrice avec un effet multiplicateur d'une paix solide sur le continent. Et ces femmes également jouent un rôle très important dans la lutte contre le terrorisme parce que ces femmes, ce sont comme on appelle des bases de données traditionnelles. Elles ont tendance justement à dénoncer justement ces infiltrations-là, ces terroristes qui infiltrent parfois des frontières ou encore des villages pour pouvoir justement lutter contre le terrorisme de manière générale. Alors, des femmes qui deviennent des sources d'information. Comment protéger ces femmes? Parce qu'évidemment, derrière, il y a des représailles. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont un petit peu peur de dénoncer parce qu'il y a des représailles derrière. Est-ce qu'il y a une réelle politique qui a été installée, mise en place pour protéger ces femmes qui luttent évidemment contre le terrorisme? Mais il n'y a pas de politique d'encadrement pour protéger ces femmes. Vous avez vu ce qui s'est passé récemment au Burkina et ce qui se passe au Niger. Un village entier, des villages entiers, devrais-je dire, qui ont été décimés et qui sont les victimes. Ce sont les femmes et les enfants. Exactement, oui. Elles doivent jouer ce rôle de dénonciation, mais malheureusement, il faut le dire aussi, en Afrique, on ne dénonce pas. On laisse faire. Parce que c'est la peur, parce que c'est l'intimidation. Et surtout dans ces villages où l'État est quasiment absent. Il n'y a pas de police, il n'y a pas d'administration. Les femmes sont livrées à elles-mêmes. Elles n'ont pas à manger, elles n'ont pas l'eau, elles n'ont pas l'électricité. Et les jeunes aussi ont d'autres besoins. C'est des téléphones portables, c'est des vêtements. Donc, ils sont venus les prendre pour en faire des terroristes. Quelquefois avec la complicité des mères. C'est là où je dis, nous devons redoubler d'efforts, nous femmes, pour mettre l'accent sur cette prévention. Voilà. C'est vrai que sur le plan national également, il y a eu le plan continental, mondial. Mais il y a l'Union africaine, il y a l'architecture de la paix de l'Union africaine, il y a l'agenda 2063 de l'Union africaine. Mais au niveau de l'espace CEDEAO aussi, il y a eu des instruments que nous utilisons, tels que le cadre de la prévention des conflits de la CEDEAO, tel que l'axe additionnel de la CEDEAO sur l'égalité homme-femme. On a parlé de droits. Parce qu'il y a des manquements, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'acquis. Si on prend le Sénégal, nous avons la parité. Même si elle n'est pas intégrale comme on la pense, parce que c'est 42% de femmes, etc. Ça se justifie par les stratégies qui ont été mises en place par les hommes. Ce sont les hommes qui sont chefs de parti, ce sont les hommes qui élaborent les listes. Et souvent, ces listes sont dirigées par des hommes. Donc, au bas du calcul, les femmes, il y a un manquement, sont situées à la mauvaise place. Donc, je pense certes qu'il y a eu des acquis, il faut le reconnaître, sur le plan continental, mondial. Mais au Sénégal, récemment, on a la loi sur la criminalisation du viol et de la pédophilie. Ça, c'est des acquis. On a une loi sur les violences basées sur le genre, mais il reste encore énormément de choses à faire. Et en parlant, c'est encore des défis à relever. Et Madame Dia, je reste avec vous. Alors, vous l'avez également souligné, de plus en plus aujourd'hui sur le continent africain, la dimension genre est prise en compte dans les différentes missions de sécurisation, de maintien de la paix ou de négociation, mais aussi de respect des droits de la femme et de
jeunes filles en période de conflit. À cet effet, l'on retrouve un effectif croissant des femmes dans les résolutions de conflits. Selon vous, quels sont les exemples spécifiques d'inclusion réussie de considération du genre dans les récentes situations de sécurité en Afrique? Par exemple, j'ai parlé d'un réseau de femmes, réseau des femmes du fleuve Mané, le REFMAP. On ne parle pas souvent de ce réseau. Mais vous savez, quand il y a eu le conflit au Libéria et en Sierra Leone, mais ce sont ces femmes qui ont dénoué ce conflit là où les hommes avaient échoué, là où les hommes ne pouvaient plus discuter. Mais ce sont les femmes qui se sont retrouvées autour de la table pour discuter, négocier et ont eu des résolutions pour arrêter les combats. Ça, c'est fait. Mais si je prends le cas du Sénégal, pendant les élections où on a passé au moment où le président Wade était, le gouvernement de Wade était un peu dans des troubles, mais les femmes se sont mobilisées, l'ont rencontré pour discuter avec lui. Ça, vous ne le savez pas. Nous, on fait beaucoup de choses, mais dans le silence. Ça ne se manifeste pas nuitamment. Peut-être qu'aujourd'hui, on a besoin, Madame Diaye, d'avoir un effet multiplicateur sur ce que vous faites. Pour lui demander de lâcher un peu du reste, de machin, de respecter les textes. On l'a fait. Ça, c'est des exemples qui ont été réussis. Mais quand il y a eu des conflits au Burkina, au Niger aussi, on se jette. Je rentre de N'Djamena, où nous sommes allés rencontrer les plus hautes autorités pour demander à ce que les femmes soient impliquées dans cette transition qui est en train d'être mise en place. Les femmes avaient organisé un symposium sur la paix pour attirer l'attention des autorités. Mais au niveau de l'espace CEDEAO, avec l'accompagnement du groupe de travail Jeunes Femmes, Paix et Sécurité en Afrique de l'Ouest, avec le RESPECO, avec UNOAS, le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et au Sahel, mais on a réuni plus de 10 pays en N'Djamena pour discuter. On a vu le Premier ministre. Oui. Nous avons rencontré le ministre de la Cohésion sociale et de la Transition. Nous avons rencontré la femme ministre de la Culture parce que l'aspect culturel est très très important dans ces négociations concernant la paix et des programmes qui doivent être mis en place à travers la culture. Nous avons rencontré le ministère de la Femme. Nous avons rencontré des groupes de femmes. Ce qui fait qu'on a eu des promesses. Et récemment, à notre départ, après notre départ, on a su qu'on avait diminué le prix des denrées alimentaires. Ouais. Les femmes étaient contentes quand même, mais moi je pense que c'était vraiment quelque chose. Mais non, mais c'est déjà un début, Madame Diaye. Mais c'est déjà vraiment le riz, l'huile, le sucre. Et ça, on a eu des promesses que les femmes seront impliquées dans ce processus démocratique. Au Mali, on a fait la même chose. Donc il y a tellement d'exemples que nous pouvons citer. Mais malheureusement, ce qui nous manque, c'est de capitaliser. Et on parle de capitaliser, docteur Bodian. Madame Diaye l'a souligné, la femme va occuper évidemment une place centrale dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Mais justement, à quoi va se résumer ce rôle et cette place de la femme dans cet agenda 2063 de l'Union africaine? Oui, en fait, je crois que le rôle de la femme dans cet agenda-là est primordial, d'autant plus que, Mme Diaye l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas avoir des sociétés où plus de 50% des mets sont constitués de femmes et les exclure des processus de prise de décision et de représentation. C'est-à-dire, je ne sais pas dans quelle société on peut véritablement impulser une véritable dynamique de développement sans une participation de ces femmes-là, sur le plan politique, mais aussi sur le plan économique. Et c'est là où véritablement le bas blesse. Et je crois qu'il y a un travail à faire dans le renforcement des capacités économiques et permettre de créer des champions nationaux, mais aussi que les femmes puissent jouer un rôle déterminant dans, disons, un peu la création d'un espace économique permettant, en tout cas, de faire booster nos économies. Aujourd'hui, on parle beaucoup de transformation et je crois que vous avez, les organisations de femmes font énormément de travail d'encadrement des femmes dans la transformation, dans la création des petites et moyennes entreprises. Et je crois qu'on ne peut pas parler aujourd'hui d'autonomisation réelle si on ne renforce pas les capacités de ces femmes qui sont aujourd'hui dans le business, mais en leur permettant en tout cas de développer un avantage comparatif et d'aller chercher des niches d'opportunités au niveau régional, mais aussi sous-régional et au niveau international. Je crois que dans l'agenda, il faudrait prévoir aussi ces mécanismes-là qui permettent d'accompagner les femmes. Pas seulement en termes de représentation sur le plan politique, d'autant plus que des efforts ont été faits. La loi sur la parité au Sénégal est un exemple. Si vous voyez au Mali, même si, bien évidemment, il y a toujours des limites, mais la loi électorale prévoit qu'une liste qui ne constitue pas en tout cas 30% sur le quota. Voilà, sur le quota
des deux sexes, bon, même s'ils n'ont pas, ils ont eu des Oui, deux non, du sexes. genre, évidemment, du genre, oui. Tout à fait. Et il ne peut pas avoir plus de 70%. Je crois que ça, c'est déjà des progrès. Donc le Sénégal est aujourd'hui un cas d'école. À part le Rwanda, je crois qu'on parle beaucoup du Sénégal. Mais je crois que ces initiatives sont à encourager. Mais à côté de la participation politique, il y a aussi la participation économique qui, à mon avis, reste aujourd'hui le ventre mou de nos États quand il s'agit justement de promouvoir les femmes devant oui. la scène, mais à créer des opportunités leur permettant de pouvoir s'imposer sur les différents marchés au niveau régional et sous-régional. Madame Ndiaye, en quelques mots, parce que nous arrivons au terme de cette première partie d'émission. Alors, il existe aussi le réseau de paix et sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO. D'ailleurs, vous êtes ici, vous représentez évidemment cette branche. Quels sont les plans que vous avez eu à mettre en place ? Nous, on existe depuis 2009. Notre vision, c'est de parvenir à vers un espace CEDEAO stable, sécurisé, de paix, où les femmes vraiment occuperont vraiment le rôle, une place centrale. Exactement. À terme, dans nos missions, nous avons le devoir de susciter et d'initier et d'optimiser tout ce qui est initiative, créativité concernant les femmes. En matière de paix, vous l'avez dit, mais dans d'autres domaines, dans le secteur privé, l'autonomisation dans un sens beaucoup plus large. Parce que les gens pensent que quand on parle d'autonomisation, elle n'est qu'économique. Il y a l'autonomisation sociale, communautaire, politique, etc. Et c'est tout un ensemble qui donne cette force à la femme, qui donne cette place à la femme. Donc, nous avons mis en place un plan stratégique où nous travaillons sur la prévention des conflits, mais beaucoup de renforcement de capacité et beaucoup de renforcement de capacité et d'action sur la participation politique des femmes. Et en parlant de participation politique des femmes, Madame Ndiaye, on marque une courte pause et on se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième partie. À tout de suite. De retour sur le plateau du débrief pour la deuxième et dernière partie d'émission. Direction à présent la Gambie. Alors, docteur Bodian, il avait promis évidemment de laisser le fauteuil présidentiel au bout de 3 années à la tête de la Gambie, avant évidemment de revenir sur sa décision en créant son parti politique. Quel bilan tirez-vous de la gestion du président Barrow à la tête de la Gambie ? Alors, le bilan de Barrow est plus ou moins mitigé. Je crois que d'un côté, il y a beaucoup de choses à célébrer, notamment de l'ouverture qu'il a permis en créant en tout cas un environnement permettant l'éclosion des libertés. Je crois que ça, c'est un peu un des avatars de la démocratie. Liberté d'expression, liberté d'association, surtout dans un contexte post-transition marqué par après 22 ans exactement de dictature où pratiquement les libertés étaient restreintes. On a eu des exécutions extrajudiciaires, des tortures, des cas de torture, etc. qui sont documentés par la commission qui a été mise en place pour, disons, un peu créer les conditions d'une réconciliation et d'une réparation. Et je crois que dans ce contexte-là, de petites réformes peuvent en tout cas être vues comme disons, progressistes. Et il a réussi. Et puis, bon, encore qu'il a engagé aussi un certain nombre de réformes de la justice en renforçant les capacités du système judiciaire et en aussi essayant de tenter en libérant parfois certains prisonniers, graciant certains. Donc, je crois qu'il y a globalement un environnement favorable à l'expression des libertés civiles et politiques. Alors maintenant, sur le plan politique, je crois qu'il y a un certain nombre de défis auxquels le Barrow est confronté. Et le premier défi est comment maintenir la coalition qu'il a fait venir au pouvoir. Et je crois que le UDP est aujourd'hui très divisé. Parce que disloqué complètement, il faut le dire. Il faut le dire. Oui, absolument, parce qu'il avait pris des engagements. Et je crois que c'était un peu le mémorandum qui a été signé par les différents candidats, disons un peu ceux qui étaient dans la coalition lors de la présidentielle de 2016, que celui qui arriverait à la tête de l'État gouvernerait pendant une période de transition de 3 ans. Et Barrow aujourd'hui a carrément remis en cause cet accord-là qu'il a signé avec ses collaborateurs d'alors. Aujourd'hui, il crée son parti politique et on sait qu'il est talonné de partout.
Et naturellement, il tend à s'ouvrir à d'autres forces qui étaient jusque-là considérées comme les ennemis de la République, y compris les pro-Yaya Jammeh. Et aujourd'hui, on nous parle de plus en plus de contacts. Non, on aura justement, Dr Bodian, le temps de revenir sur ce point bien précis. Alors, Madame Diaye, c'est vrai, il avait dit au bout de 3 ans qu'il allait céder le fauteuil présidentiel. On a vu qu'il est revenu sur sa décision. Vous l'avez dit, isolé politiquement, j'ai envie de dire, au point où il a créé son parti politique. Il y a eu le mouvement Free Jotna, qui veut dire évidemment 3 ans, il faut partir, en ce qui concerne le président Barrow. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, au vu de tout ça, il crée son parti politique, il est à la recherche de nouveaux alliés, il commence à en avoir en tout cas. Est-ce qu'aujourd'hui, le président Barrow est dans l'optique de briguer un second mandat? Oui, moi je pense qu'il est dans l'optique de briser un second mandat et ça se justifie. Vous savez, comme il l'a dit, il a fait un peu la description donc, de la situation en Gambie. En tant qu'acteur politique, il fait face à un système qui a été établi pendant presque moins d'un quart de siècle par son prédécesseur, le président Yaya Jammeh. Et donc, il a besoin, moi, je pense, d'avoir une légitimité. Il n'a pas pu apporter donc, cette rupture profonde, ces changements qu'il avait promis pendant la campagne et durant son règne. Je pense qu'il a besoin, donc, il est motivé. Moi, à mon niveau, je pense qu'il a une réelle motivation et un engagement politique pour faire avancer les choses. Mais, quand même, il a des obstacles sur sa route. Vous avez vu les dislocations qu'il y a au niveau du parti. Cette coalition-là. Qu'il a porté au pouvoir. Ils ne s'entendent plus. Il y a aussi les partisans de Yaya Jammeh qui sont là, en marge de la politique, qui ont été épargnés par cette comité Vérité et Réconciliation, donc qui leur donne une crédibilité. Et ils sont là en dessous pour manœuvrer encore, mettre des actions en place, et eux-mêmes qui travaillent peut-être sur le retour, le rapprochement de Jammeh et de comment il s'appelle, et de Barrow. Donc, Madame Diaye, donc un second mandat suffisant pour le président Barrow pour terminer son cahier de charge. N'oublions pas qu'il était, vous l'avez souligné, il est très motivé, et cette motivation lui a d'ailleurs permis de dire qu'en 3 ans, il allait relever la Gambie. Est-ce qu'il avait quelque part un petit peu sous-estimé l'ampleur du travail qu'il avait sous-estimé l'ampleur du travail, parce que 3 ans, c'est pas nous dans nos petits réseaux là. En 3 ans, on ne peut rien faire. Il faut au moins un minimum de 5 ans pour laisser des empreintes. Lui, actuellement, il ne peut pas laisser d'empreintes à la Gambie. Il lui faut donc du temps. Il lui faut un second mandat pour créer sa légitimité. Un second mandat pour ne plus devoir quelque chose à quiconque. C'est ça son problème, je pense. Donc, moi, vraiment, je suis un peu tolérante, il faut le dire, peut-être en tant que femme, mais je pense qu'on a besoin de lui donner un temps supplémentaire pour qu'il laisse ses marques à la Gambie. Un temps supplémentaire, Dr Barrow. Alors, Madame Diaye l'a souligné, vous l'avez également souligné, Dr Bodian, ce rapprochement par téléphone entre le président Barrow et l'ancien président Yaya Jammeh, qui a dirigé évidemment ce pays d'une main de fer pendant 22 ans, vous l'avez également souligné. Quelle appréciation faites-vous de ce rapprochement entre l'actuel président Barrow et l'ancien président Yaya Jammeh? Alors, c'est tout à fait logique et tout à fait naturel parce que, comme vous le savez, Barrow est arrivé au pouvoir après une crise post-électorale, une crise électorale, qui a nécessité en tout cas l'intervention de la communauté internationale pour faire partir l'ancien dictateur qui a tenu de main forte ce pays-là pendant presque 22 ans, qui a installé son système presque militaire en ayant ses hommes un peu partout. Et je crois que ce système-là perdure. Et aujourd'hui, on ne peut pas avoir une démocratie en Gambie tant qu'on a encore ce rôle d'arrière-plan de l'armée qui joue un rôle prépondérant. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Barrow a très bien compris qu'il faut maintenir la mission de la CEDEAO, l'ECOMIG, qui est là en tout cas pour renforcer les capacités, en tout cas de l'appareil sécuritaire, disons d'une certaine appareil sécuritaire qui permettrait de réunir les conditions d'une paix, d'une stabilité durable. Mais aussi, il faut dire que quand on arrive au pouvoir dans ces genres de circonstances, on n'a pas le temps de vraiment faire un travail à même de sortir le Mali de sa situation. Parce que vous gérez une crise. Donc, le temps de gérer la crise et le temps de travailler pour faire émerger le pays et le sortir de la situation de sous-développement, c'est difficile. Encore que Jammeh, en partant, il a vidé les caisses de l'État. Donc, il a fallu l'appui de la communauté internationale pour aider au moins
Barrow à faire fonctionner l'administration. Oui, mais n'oublions pas aussi que dans la Constitution, Dr Bodian, la Constitution accorde 5 ans au président Barrow. C'est lui qui a décidé de réduire ce mandat à 3 ans. Absolument. Et je crois que sur le plan légal, il n'est pas en porte-à-faux avec la Constitution. Justement, il a le droit d'y aller. Maintenant, sur le plan de l'honneur, on peut dire oui, il a brisé un code d'honneur parce qu'il avait signé justement des accords avec ceux-là qui l'ont porté au pouvoir. Mais ça, c'est un autre débat. Mais je crois que peut-être pour la stabilité du pays, je crois qu'on a besoin en tout cas de laisser, disons, le peuple s'exprimer à travers des canaux institutionnels. C'est mon point de vue et c'est l'analyse que je fais aujourd'hui de la situation du Mali. Maintenant, au terme de son mandat, chacun est libre de se présenter et de briguer, disons, un mandat. Un nouveau mandat. Madame Diaye, évidemment, on a parlé de ce rapprochement, on a parlé aussi de ce caractère un petit peu isolé du président Barrow, on l'a souligné, qui allait jusqu'à créer son parti politique pour reprendre tout à zéro. Est-ce qu'aujourd'hui, au vu du rapprochement avec l'ancien président Yahya Jammeh, le président Barrow, il est à la recherche d'un mentor, Madame Diaye? Pas avec le président Barrow, son prédécesseur en tout cas. Parce que ça, vraiment, je ne le perçois pas comme ça. Politiquement, en Gambie, je ne suis pas très versée dans ce domaine, mais je sais que ça peut créer des distorsions, ça peut créer des conflits, ça peut créer d'autres problèmes. Vous savez, nous, toujours au niveau du groupe de travail et du RESPECO, quand Barrow est arrivé au pouvoir, nous avons fait une mission. Nous l'avons rencontré pour l'encourager, le féliciter, pour lui demander de respecter ses engagements, bien qu'on savait que ça allait être difficile, mais aussi pour impliquer davantage les femmes dans ce qui se fait, parce que sa première vice-présidente, c'était une femme, Fatoumata Tambadjan Diallo, qu'on a évincé parce qu'on a évoqué l'âge. Elle n'avait qu'une 60aine d'années, 65 ans ou 63 ans. On l'a fait sortir du gouvernement. Elle a été remplacée par un homme. C'est vrai, il y a des femmes dans son gouvernement, mais il n'y en a pas beaucoup. C'était ça, notre souci. Parce que les femmes jouent toujours ce rôle concernant la stabilité, la paix, la sécurité. On l'a rencontré. Mais on s'est vite rendu compte que les 3 ans, ce n'était pas possible, comme vous l'avez dit. C'était comme on l'a souligné, je pense que le président Barrow a sous-estimé un petit peu l'ampleur du travail. Mais comme on a dit ici aussi, il y a du wahwahet, parce que on connaît ça, bon, peut-être en blaguant, mais je pense qu'on peut lui donner quand même la chance d'avoir un second mandat. Vous l'avez dit, à travers les urnes, la démocratie et tout ça, mais il faut qu'il revienne à... Parce que c'est une question d'honneur. Madame Dia, ça risque d'être un peu compliqué, ce second mandat. N'oublions pas que ce même peuple qui a demandé le départ de Yahya Jammeh pour élire justement le président Adama Barrow, c'est le même peuple aujourd'hui qui demande sa démission, qui demande son départ. Donc comment aujourd'hui avoir une politique de séduction pour avoir un second mandat? Vous savez, son chef de parti était en prison, non? C'est ça le problème. Et il n'y avait que Barrow donc pour jouer ce rôle, prendre ses relèves. Peut-être qu'il a eu des manquements, mais je pense qu'il a essayé aussi, tant bien que mal, de s'en sortir. Je ne sais pas. Donc, moi, je suis d'avis qu'on lui donne la chance. Un second mandat, D'accord. Alors, le président Yahya Jammeh, le président déchu, évidemment, a laissé le pays sur le pays, l'empreinte de son passage, évidemment, vous l'avez souligné, 22 ans avec des restrictions brutales des droits de l'homme et des libertés de la presse et de justice, en étant évidemment très compliqué dans le pays. Quel impact ce nouveau rapprochement entre le président Barrow et l'ancien président Yahya Jammeh peut avoir sur le plan politique, la politique gambienne de manière générale? Alors, moi, ma lecture, elle est très simple. C'est que Barrow risque de faire face à beaucoup de pression. Parce qu'aujourd'hui, le maître mot en Gambie, c'est comment réunir les conditions d'un procès de Yahya Jammeh, qui a été accusé d'un certain nombre de crimes. Et je crois que d'ailleurs, la commission Vérité, Réconciliation et Réparation a rendu son rapport, je crois. Oui, exactement. Et devait faire des recommandations sur les types de sanctions pénales. Et vous pensez qu'on va y arriver? Je crois que Barrow, on l'attendra sur au moins une décision. Oui. Ça dit?
Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il avait dit qu'il attendait que la commission livre ses conclusions pour décider s'il doit adresser une demande d'extradition de Yaya Jammeh ou pas. Donc les Gambiens l'attendent, parce que ça c'est une promesse fondamentale et une attente, surtout qu'on a auditionné beaucoup de gens, 380 et quelques personnes, qui ont donné leur version des choses, et il est établi par la commission qu'il y a des gens qui ont été victimes, disons, d'assassinat sous l'ordre direct du président. Je crois qu'il ne peut y avoir de réparation sans justice. Et je crois que ce que le peuple gambien est en train de demander, c'est plus de justice. Et même réconciliation, évidemment. C'est-à-dire que ça passe nécessairement par cette case. Mais il ne peut y avoir de réconciliation sans justice. Et la justice commence par, disons, un peu un acte très fort, c'est-à-dire de traduire en justice celui que tout le monde considère comme celui qui a perpétré justement tous ces crimes-là. Et je crois qu'aujourd'hui, même les organisations de défense des droits de l'homme sont debout et prêtes à défendre justement le peuple malien, le peuple gambien sur ces choses-là. Et je ne serais pas surpris si aussi des pressions diplomatiques disons, soit brandie, notamment par certaines organisations, et même la communauté internationale, la CEDEAO et même l'Union africaine, si jamais la demande d'extradition est mise en œuvre. Et je crois qu'on ira résolument vers une sorte, puisque les juridictions maliennes, gambiennes, pardon, parce que j'ai toujours mal dit, gambiennes ne sont pas aptes à juger, par exemple, des cas de crimes contre l'humanité, ou même de certains cas de torture. Je crois on pourrait envisager un scénario semblable à celui disons, d'un tribunal hybride. Ça, c'est le scénario que j'envisage le plus. Mais un rapprochement, c'est vrai, c'est un clin d'œil parce que Barrow aujourd'hui est dos au mur, parce que tout simplement, il reçoit beaucoup de pression, vous l'avez dit tout à l'heure, 3 Years Jotna, qui est cette coalition qui a commencé justement un ensemble d'actions depuis 2019, quand Barrow a commencé à agiter la question justement d'une prolongation au terme de ces 3 ans. Et à côté de cette pression-là, il y a l'armée, et surtout les pro-Jammeh, qui sont très actifs aujourd'hui pour aussi revenir sur la scène politique. Donc, avec cette friction au sein de son camp, il a besoin d'autres alliés. Et je crois que ce shift n'est rien d'autre qu'une façon pour lui de se positionner, mais en tendant une main. Maintenant, est-ce que c'est une main sincère ou Oui, parce qu'en parlant de main sincère, Madame Ndiaye, alors l'opposition qualifie clairement ce rapprochement entre le président Yaya Jammeh et le président Barrow de rapprochement contre nature. À quoi faut-il s'attendre aujourd'hui en ce qui concerne la classe politique? C'est un rapprochement contre nature. Moi, je ne crois pas. D'après l'analyse qui vient d'être faite par le docteur Ndongo, mais on demande justice. Les Gambiens sont là, prêts à défendre leurs droits. Donc, le président Barrow, s'il veut vraiment se blanchir ou bien peut-être être plus crédible, il faut qu'il aille vers la justice avec Yaya Jammeh, je pense. Donc, pour moi, ce rapprochement-là, cette main tendue, je ne sais pas si elle est sincère ou non, mais en tout cas, elle est contre nature, comme vous l'avez dit. Et en Gambie, le retour d'exil du président Yaya Jammeh ne cesse d'être amplifié en Gambie. Beaucoup demandent évidemment son retour, en l'occurrence les partisans, évidemment, ces partisans. Est-ce que ce possible rapprochement va faciliter ce retour de Yaya Jammeh en Gambie? C'est une question qu'il faut se poser, vraiment. Je pense d'un côté, il y a les partisans. Oui, qui réclament son retour. Son retour. De l'autre, il y a l'opposition et il y a le Gambien lambda. Oui, qui ne veut plus de cette image. Qui ne veut plus de cette image. Donc, je pense que c'est un triptyque très, très difficile. Oui, parce que vous l'avez, il y a les victimes également, Dr Bodian l'a souligné, les victimes qui demandent évidemment son retour et que la case justice nécessaire évidemment pour cette réconciliation nationale. Et dans tout ça, on a eu à évoquer le rôle ou la place de Fatou Bensouda. Mais dans ce triptyque ou bien ces camps-là, quelle sera la place de Fatou Bensouda qui veut venir au pouvoir
pour donc présider aux destinées de la Gambie, même si on ne le dit pas. Oui. Ça aussi, c'est une question qui... Évidemment, un facteur clé à Mme Ndiaye qui rentre dans l'équation un petit peu compliquée du président Barrow. Alors, docteur Bodian, on a parlé de ce rapprochement, hein, c'est d'ailleurs l'épicentre même de cette thématique. Alors, le rapprochement Barrow-Jammeh, est-ce qu'il va, autant pour moi, un petit peu détériorer les relations avec les pays voisins? N'oublions pas qu'il y a beaucoup de pays voisins autour de la Gambie qui étaient pour l'exil du président Yahya Jammeh. Est-ce que ce possible retour, ou bien ce rapprochement, va un petit peu effriter ces États avec la Gambie? Alors, je crois que ce rapprochement-là peut être un élément, disons, ça peut être du sable dans le couscous des pays voisins, notamment le Sénégal, parce que si vous voyez un peu très bien, les rapports diplomatiques entre le Sénégal et la Gambie se sont détériorés sous Jammeh, parce que tout simplement, bien que le Sénégal ait une politique de non-ingérence, la Gambie a toujours été une équation depuis les années 80. Sous Diawara, je crois que Diouf avait intervenu dans les années 83 pour restaurer le régime de Diawara quand Koukoy est arrivé au pouvoir. Parce que tout simplement, il y avait une menace réelle sur, disons, un peu un rapprochement à l'époque, comme on le disait, hein, entre ce régime communiste et le MFDC qui avait commencé justement à balbutier. Et puis plus tard, on a vu comment Yahya Jammeh, quand il est arrivé au pouvoir en 90, a utilisé justement la rébellion pour consolider dans une certaine mesure son pouvoir. Et nous avons vu ce qui s'est passé au cours des dernières années, notamment l'exploitation du bois en Casamance. Donc le conflit en Casamance a été nourri dans une certaine mesure par Jammeh, qui n'était pas dans une logique de collaboration. Et d'ailleurs, toutes les politiques du Sénégal vis-à-vis d'un remembrement de la nation sénégalaise à travers justement une plus grande intégration de la Casamance a buté sur la résistance de la Gambie qui avait refusé jusqu'à une date récente la construction d'un pont. Et je crois que un retour de Jammeh serait catastrophique à mon avis sur les rapports entre le Sénégal et la Gambie. Et je crois que les Gambiens l'ont très bien compris. Maintenant, effectivement, il y a des reconfigurations politiques au sein de la société gambienne et que Barrow essaie, à mon avis, d'anticiper un certain nombre de coups qui pourraient fragiliser son régime et l'empêcher peut-être de se présenter et de briguer un second mandat. Tout à l'heure, vous avez évoqué le cas de Fatou Bensouda. Donc, il y a beaucoup de murmures sur son éventuel retour et on sait que la dame, du point de vue charismatique et des réseaux sur l'international, elle est bien solide. Maintenant, on peut lui reprocher un certain nombre de choses, notamment sa collaboration dans les années 80, 90 avec le régime Yahya, puisqu'il a occupé de hautes fonctions. Et d'ailleurs, son ascension a été fulgurante depuis l'arrivée de Yahya Jammeh au pouvoir, qui a conduit justement à culminer sur sa nomination comme ministre de la Justice. Et aujourd'hui, les auditions ont montré qu'effectivement, certains l'accusent d'être plus ou moins responsable d'un certain nombre de choses qui sont passées sous Jammeh. Et l'autre élément, c'est que la diaspora est très vocale sur son rôle, notamment même d'ailleurs quand elle a fait son discours inaugural lorsqu'on mettait en place cette commission vérité-réconciliation, parce que les gens disent on ne peut pas comprendre quelqu'un qui, pendant tout le règne de Yahya Jammeh, a été silencieuse sur les cas de torture, etc., à fond, comme on le dit, et qui revient aujourd'hui pour se présenter comme étant justement la défenseur des victimes. Donc, parce qu'elle a clairement annoncé son retour à Mme Ndiaye en Gambie. Est-ce que ce retour, Dr Bodian l'a souligné, l'impact de l'ancienne procureure de la CPI, Fatou Bensouda, elle décide de rentrer au pays, de s'intéresser à la vie politique, parce que oui, elle n'exclut pas, évidemment, une possible reconversion dans cette vie politique en Gambie. Est-ce que ce possible retour complique un petit peu l'équation du président Barrow? Il l'a dit, ce sera très compliqué pour le président Barrow, compte tenu de sa stature sur le plan de son carnet d'adresse, de son entre-gens. Elle a côtoyé vraiment les plus grandes sommités de ce monde. Donc, elle a du bagou derrière. Ça sera difficile et elle risque également d'avoir la sympathie des femmes. C'est un électorat qui n'est pas négligeable en Gambie. Ça aussi, il faut compter. Mais sur ce que vient de dire le docteur, vous savez, Barrow, comme il l'a dit, avait étendu ses tentacules un peu partout dans l'espace Sénégambie, je vous devrais dire, au Sénégal, en Guinée-Bissau, en Casamance. Et
ça aussi, ça complique les choses. Comme il l'a dit, vraiment, avec Jammeh, le Sénégal est en train de frissonner. Le fait que simplement que Jammeh soit de retour en Gambie, mais nous, avec les conflits que nous avons, avec la gestion de nos ressources naturelles, nous avons le bois, nous avons les zircons, nous avons l'eau, nous avons toutes ces ressources qui sont en train d'être pillées jusqu'à présent par la Gambie. On n'a pas trouvé de solution. Jusqu'à présent, avec le conflit casamançais qui a ses soubresauts, qui quelquefois il y a des exactions qui vont se réfugier en Gambie, ainsi de suite. Mais imaginez un peu avec le retour de M. Yaya Jammeh ce que ça sera. Il va venir avec un esprit revanchard pour le Sénégal surtout. Oui, parce que rien ne rassure que tout se passera bien en ce qui concerne le possible retour de l'ancien président Yaya Jammeh en Gambie. On parle de Fatou Bensouda, évidemment, de cette possible reconversion sur la scène politique en Gambie. Va-t-elle réellement s'impliquer au point peut-être de s'ajouter dans la liste des potentiels candidats à la future présidentielle en Gambie, mon cher docteur Bodian? Oui, je n'exclurai pas cette éventualité-là, compte tenu du parcours exceptionnel de cette dame. Qui, comme Mme Diaye vient de le dire, a occupé les plus hautes fonctions au niveau national et international et qui joue aujourd'hui d'une certaine crédibilité auprès des bailleurs. Et je crois que la Gambie a besoin aujourd'hui de quelqu'un qui rassure, surtout la communauté internationale, mais surtout de venir avec un agenda qui va dans le sens de la stabilisation du pays. Parce que sans stabilité, aucun l'investisseur ne viendra mettre son argent. Donc, tant qu'il y a cette présomption d'instabilité potentielle, les capitaux risquent de fuir. Et je crois que ça, c'est un élément important. L'autre élément important maintenant, dans l'analyse de son éventuel retour et surtout de son implication politique, c'est est-ce qu'elle a aujourd'hui l'instrument nécessaire pour conquérir le pouvoir. Donc, ça prend du temps pour créer un parti politique. On peut bénéficier d'un grand aura. Mais un parti politique, c'est aussi un instrument de conquête qui doit avoir des ramifications sur l'ensemble du territoire national et être capable de fédérer les gens autour d'un agenda de rupture. Mais il y a un travail énorme à faire. Maintenant, peut-être, Mme Diaye, vous me direz... Non, mais est-ce que justement, Mme Diaye, l'ancienne procureure, pourrait tout simplement s'allier à l'opposition, qui est aujourd'hui, cette opposition qu'on rappelle, qui était à l'époque très proche de Barrot aujourd'hui. Est-ce qu'elle pourrait tout simplement s'allier à cette opposition-là? Ça peut être une éventualité pour elle. Et puis, pour être portée par cette opposition-là, peut-être que même l'opposition gagnerait à la mettre au devant de la scène, compte tenu de son parcours. Oui, exactement. Oui. Oui, ça aussi c'est une éventualité qu'il ne faut pas écarter. Comme elle voudra peut-être se prouver elle-même et créer son parti, mais ça prendra du temps de créer son parti, de faire démarrer quelque chose, parce que les élections c'est pour bientôt. Oui. Vous savez, moi j'ai eu la chance d'assister donc à l'installation officielle du président Barrot. J'étais dans la tribune d'honneur, j'étais invité par Fatoumata Tambadja avec d'autres personnes, en direct de Dakar, on nous voyait, mais il fallait voir l'espoir de ce pays, l'espoir de cette population. Moi-même, quand j'en parle, j'ai encore des frissons, j'ai eu à pleurer, parce que toute la Gambie était là, acclamait Barrot. Les gens pleuraient, les gens tombaient en stérile, les gens... Mais on a vu... C'est une libération. Exactement. Une libération du peuple gambien. Oui. Donc, je pense que c'est cet espoir-là qui a été un peu cassé. Ça, il faut le dire. Parce qu'ils ont placé beaucoup d'espoir en Barrot. Mais Barrot aussi avait un pouvoir très, très limité. Face aux partisans de Yaya Jammeh, face à l'opposition qu'il a éliminée, qu'il a esselée, face au manque de ressources, il faut le dire, face à cette crise, parce qu'il a fallu faire face à cette crise. Mais c'est difficile de mener 2 lièvres à la fois et de faire des réalisations pour son pays. 2 lièvres à la fois, évidemment. Situation très compliquée. Nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission. Nous remercions Diangoune Diaye. Vous êtes Diangoune Diaye, voilà, vous êtes présidente du réseau, présidente régionale du réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Madame Diaye. Nous remercions également Dr Mamadou Bodian. Vous êtes chercheur, coordonnateur de projet au Centre Ouest Africain de Recherche. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau du débrief. Le plaisir est partagé. Et c'est la fin de cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres thématiques liées à l'actualité sur le continent. D'ici là, n'oubliez pas, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.